Satoshi Tajiri. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant il est le créateur de la plus grande licence de tous les temps, Pokémon. Pokémon aujourd'hui, c'est presque 30 ans d'existence, des dizaines de jeux, des centaines de Pokémon et une aventure interminable avec un héros qui ne retient absolument rien dès qu'il change d'île. Et des films très inégaux. Excuse-moi, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai entendu Pokémon, du coup je me suis incrusté. Ok. Bref, t'as des trucs à dire? Mais déjà que Digimon c'est pas un plagiat de Pokémon. Mais c'est peut-être pas le sujet. L'univers créé par Tajiri est énorme et infini. Elle fait partie des licences les plus rentables et les plus célèbres de l'humanité. Mais comment l'histoire de ces petits monstres et de leurs dresseurs est-elle parvenue à ce niveau? Comment le nom d'une souris électrique peut être connu par les plus jeunes et par les plus âgés depuis sa création? Le choc qu'a généré Pokémon est intergénérationnel. Pour comprendre, revenons un peu en arrière pour parler de son créateur, Satoshi Tajiri. Grandissant dans un quartier rural de Tokyo, le jeune Satoshi se prend de passion pour les créatures miniatures. Collectionnant les insectes avec l'objectif de se lancer dans l'entomologie, sa carrière est loin d'être tracée. Le Dr Bug, comme on le surnomme, découvre alors le monde du jeu vidéo à l'adolescence. C'est l'arcade qui le lance dans ce monde et qui viendra remplacer les petites bêtes qui lui trottaient dans la tête. Entre Dig Dug et Space Invader, il apprend à développer et comprend le système de jeu. Sa passion le poussera même à démonter sa Famicom pour tenter de comprendre le fonctionnement. Pour les plus jeunes, la Famicom, c'est l'ancêtre de la Switch. Pour vous dire, c'est bien plus vieux que la Game Boy Color. Avant de créer des jeux, il se présente comme un critique, créant et animant un magazine traitant de jeux vidéo d'arcade qu'il nomme Game Freak, un nom qu'il gardera pour lancer un projet bien différent. Avec ce fanzine, il se présente comme un des premiers chasseurs d'Easter egg, et il souhaite partager ses découvertes aux joueurs les moins aguerris. Ce qu'il ne sait pas encore à cette époque, c'est que Game Freak et ses passions d'enfance s'apprêtent à marquer le monde du jeu vidéo et l'ensemble de la pop culture. Des combats prenants, des monstres gentils qui n'ont rien à voir avec Casimir et une promesse d'une belle aventure palpitante, il n'en fallait pas plus pour faire rêver les plus jeunes. C'est du moins en traversant la région de Johto que le jeune projectionniste a découvert son premier Wat-Wat et est parti à la conquête de la ligue. Entre moutons électriques et chiens légendaires, les heures ont défilé sur sa console. Allez Nintendo, dessine-moi un monstre. C'est lorsque Game Freak commence à prendre de l'ampleur que Tajiri pose un constat. Avec les personnes qui ont rejoint le projet en cours de route, il remet en cause la qualité des jeux de l'époque. Alors, pour contrer cette pensée et essayer de lancer un renouveau dans le domaine du jeu vidéo, il se lance dans un projet de création avec l'aide de Ken Sugimori. Ensemble, ils vont s'inspirer de sa passion d'enfant, les captures d'insectes. Étant donné le développement soudain de la ville de Tokyo, écrasant les villes environnantes pour les bétonner et les relier à la ville, il constate que les plus jeunes n'ont pas la chance de partir à la découverte de ces créatures étranges. Ainsi débute la création de Capsule Monster. 151 créatures, 8 badges et un animé plus tard, le jeu renommé Pokémon version vert a roulé sur la culture japonaise, malgré ses débuts un peu compliqués. Heureusement pour Game Freak, les idées de l'équipe marketing sont parvenues à pousser les ventes. S'ensuit alors la sortie de 2 jeux corrigeant les bugs, nommés Rouge et Bleu, et avec eux l'avalanche de merchandising. La stratégie mise en place est d'être présent partout, tout le temps. Les ventes décollent, le marché international s'est ouvert et c'est alors que l'Amérique et l'Europe font la découverte de la petite souris électrique et de son jeune dresseur parcourant le monde à la poursuite de son rêve. C'est de l'imagination d'un homme qu'un univers entier est né. Univers qui aura bouleversé la vie de nombreux enfants, aussi appelé Pokémania. Ce phénomène qui a plongé le monde dans la frénésie Pokémon. Avec les jeux, les cartes, la série, les films, les billes, les toupies, les peluches, les cassettes et CD audio, les albums de stickers, et encore tellement d'autres produits dérivés. Moi j'ai une peluche Pikachu, en statue de la liberté. Très dur d'y passer à côté, en tout cas de pas connaître. Ma grand-mère sait qui est Pikachu. Et quand on voit le délire qu'a été Pokémon Go, qui a déjà 6 ans, c'est dingue. Ça paraît si loin. Est-ce qu'on est vieux? On comprend que Pokémon est loin d'être encore has-been. Bien que discutable sur la qualité de ses jeux actuels, on ne peut pas lui enlever d'être la franchise la plus lucrative. Après, je veux pas me répéter, car j'en ai déjà parlé dans ma vidéo dédiée à la saison 1 de Pokémon. Vous l'aurez compris, Pokémon est gigantesque et ça m'étonnerait que ce soit cette vidéo qui vous l'apprenne. Au fil du temps, des saisons et des générations de jeux, on a vu le Pokédex s'allonger toujours plus et la carte grandir avec de nouvelles régions. Du côté de l'animé, Sacha a continué de parcourir le monde pour devenir le meilleur dresseur, et on a longtemps cru qu'il allait mettre autant de temps que Luffy pour réaliser son rêve. Désormais, il fait partie des dresseurs les plus doués du monde. Même si le premier animé a pris fin lorsque notre héros est enfin sorti victorieux d'une ligue Pokémon, il est revenu dans le voyage d'un maître, plus fort que jamais, et compte bien rouler sur la concurrence, allant jusqu'à atteindre le tournoi du couronnement mondial, un événement qui pourrait bien lui permettre d'atteindre son but ultime. Spoiler! J'ai vu le résultat. J'ai pleuré.
L'aventure de ce petit bonhomme chanceux a été longue et périlleuse, nous le savons, et nous l'avons suivi tout au long de son voyage. Chaque épisode le prouve, et bon nombre de films nous auront fait frissonner, et au passage, il n'aura pas hésité à nous apprendre les choses de la vie en grandissant. Pokémon le film met en avant l'histoire de Mewtwo, une abomination créée par l'homme souffrant d'un complexe divin qui va dégénérer. Aujourd'hui, c'est le second long métrage qui va nous intéresser. Entre créatures des abysses, vaisseaux volants et Pokémon légendaires, abordons rapidement Pokémon, le pouvoir est en toi. Pokémon le film Le pouvoir est en toi est sorti en 1999. Dans celui-ci, nous retrouvons notre héros, Sacha du Bourg-Palette, accompagné de son fidèle ami Pikachu, sans oublier Ondine et Jackie, même si lui, tout le monde l'a oublié. Normal, personne dit « Mon personnage préféré de Pokémon, c'est Jackie ». Alors que leur aventure sur les îles Oranges se poursuit avec une balade en bateau, ils partent à la dérive et se retrouvent sur une île qui leur est inconnue. Tandis que le reste du monde observe des intempéries irréalistes et des fuites de troupeaux de Pokémon, notre petit groupe va prendre connaissance d'une légende. On leur raconte l'existence d'un certain Lugia, gardien des abysses. Sacha est alors désigné comme étant l'élu, sans se rendre compte de tout ce que cela implique. On lui confie alors la tâche, qu'il prend bien trop à cœur, de trouver les sphères de l'île de feu, de glace et de foudre pour ramener la paix. Ouais. Bien trop enjoué. En même temps, faut dire qu'en temps normal, il est loin d'être le héros à qui tout réussit. La Ligue Indigo, la perte de son papillusion, même si c'est pour lui laisser vivre sa vie. Je te laisse continuer, je vais pleurer 2 minutes. L'ouverture de la GS Ball, et j'en passe. Donc quand on lui demande de réaliser une quête en lui disant qu'il est l'élu, il a un peu le sentiment d'être enfin vraiment utile. Et ça, c'est beau. Oh le pauvre gosse. Entre le doux son de l'ocarina et la présence d'un roi Gada qui parle, nous voilà partis pour une aventure palpitante. Surtout lorsqu'une tempête se profile à l'horizon. On a même le droit à la Team Rocket qui brise le 4e mur tout au long du récit. Intéressant, drôle avec des enjeux vraiment importants et un mystère qui grandit jusqu'à l'aboutissement de tout, l'affrontement féroce entre les oiseaux légendaires qui nous tient en haleine, et tandis que le monde a les yeux rivés sur ces Pokémon, nous spectateurs, nous pouvons comprendre le véritable combat qui se joue. Un combat symbolique sur l'ordre naturel des choses, mais aussi plus simplement, un combat de Pokémon légendaires. Alors que des légendaires, dans la série, on en voit très peu. Bon, on voit Ho-Oh passer dans le premier épisode et on aperçoit très rapidement Mewtwo, mais généralement, il n'y a pas de vraie interaction avec eux. En tout cas, pas avant la sortie de Pokémon 2, le pouvoir est en toi. Ah si, il y a un carapuce avec des lunettes de soleil, et ça c'est légendaire. Donc, pour revenir au film, quand on voit les 3 oiseaux légendaires attaquer le gardien des abysses, on se retrouve complètement subjugué. Autant pour l'ambiance très violente pour du Pokémon, que par la beauté de l'animation. Mais sans déconner, c'est magnifique. Ah, le passage de Lugia dans l'obscurité de l'océan, c'est incroyable. Même le chara-design du collectionneur est particulièrement réussi, et son vaisseau a presque une vibe Ghibli. Alors que c'est un CGI. Et normalement, j'aime pas trop la CGI. Mais là, c'est pertinent, le vaisseau paraît d'autant plus réel et impressionnant. En 2 mots, ça claque. D'ailleurs, même cette scène peut rappeler l'ambiance des Ghibli, le côté magique et onirique. Qu'en général, on ne voit pas dans Pokémon, en tout cas pas comme ça. L'effet Ghibli dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Un dessine-moi. Je vous mets le lien là. Entre un message d'écologie, de paix dans le monde et de courage, Pokémon parvient à montrer des messages forts et impactants. Déranger l'harmonie de la nature provoque des bouleversements sur la faune et la flore mondiale, un grand danger provoqué par la cruauté et la cupidité qui peuvent mener vers la destruction du monde. Et pour citer une chaîne YouTube qui parodie Naruto, c'est pas gentil d'être méchant. Avec ce second film, on approfondit les fondations du monde des Pokémon. Avant même la sortie de Or et Argent, l'anime a commencé à faire grandir un élément qui deviendra récurrent et surtout important, la mythologie. En effet, jusqu'ici, seul Mew nous apportait un peu de profondeur à ce monde. On nous a indiqué qu'il était le Pokémon originel, celui qui a donné naissance à tous les autres, et le seul légendaire connu est Mewtwo, une création humaine. Avec le pouvoir est en toi, on nous introduit Lugia, gardien des abysses, mais aussi Elector, Sulfura et Articodin. On nous raconte d'ailleurs que ces derniers pourraient être à l'origine des océans. On découvre une ancienne légende appuyant le fait que ces oiseaux règnent sur le monde depuis une éternité. C'est ici que les prémices de l'univers prennent vie. On découvrira par la suite que ce sont des Pokémon qui sont aussi à l'origine du ciel, de la terre, de la mer, de l'espace et du temps, et même la vie et le chaos. Lugia et les oiseaux légendaires ont marqué le début d'une expansion gigantesque. Avec ce film, le Pokédex marque son premier agrandissement. Avant la sortie de celui-ci, nous avons pu découvrir 2 Pokémon qui étaient introuvables dans le jeu. Nous avions vu Ho-Oh, comme nous l'avons dit précédemment, mais aussi Togepi, premier Pokémon introduit de la seconde génération et précurseur de l'arrivée d'un millier d'autres.
Mais tout cela n'est qu'un teasing. Des petits indices laissés ici et là, c'est l'intervention de Lugia dans ce film qui est déclencheur de l'arrivée de nouveaux jeux et avec eux, la nouvelle génération. Une évolution qui continuera année après année, jeu après jeu, jusqu'à il y a quelques semaines avec la sortie de Écarlate et Violet, les nouveaux venus d'une longue saga qui n'est pas prête de s'arrêter. Un jour je serai le meilleur dresseur. La saga Pokémon est immense. C'est un véritable pilier du jeu et même si certains peuvent le critiquer, il est d'une importance capitale dans le développement du jeu vidéo dans le monde. Il est important de souligner qu'à sa sortie en Europe et aux USA, les premiers jeux et objets du merchandising Pokémon n'ont pas fait l'unanimité. Dangereux pour l'éducation des enfants et faisant l'apologie de la violence et autres arguments un peu étranges, toutes les raisons étaient bonnes pour faire disparaître cette création des cours de récré. Et oui, Pokémon a eu le droit au fameux débat, les jeux vidéo rendent violents. Malgré tout, les cartes, le dessin animé et la mignonnerie de Pikachu ont permis de faire oublier ce tumulte et faire ressortir le jeu. Le monde des Pokémon est un univers vaste permettant de s'évader l'espace d'un instant de la réalité pour partir à l'aventure à la conquête de la Ligue. La mascotte jaune fait partie des premières icônes du gaming et l'histoire qu'il représente reste un incontournable des cours d'école. Le seul débat qui continue à faire s'agiter les communautés, c'est le choix entre Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, et même 25 ans après, chaque jeu continue à se vendre comme des petits pains. Chaque enfant ayant mis les pieds dans ce monde a déjà eu ce rêve, celui de devenir un jour le meilleur dresseur, celui de se battre sans répit, découvrir les Pokémon et leurs mystères, et comprendre le secret de leur pouvoir. Bon bah c'est bon pour moi. Quelque chose à rajouter? On peut revoir Lugia dans d'autres films, notamment dans Le pouvoir est en nous, sorti il y a pas longtemps. Ah ouais? Oh, bah merci d'être passé. Et un bébé Lugia dans la série, même si c'est étrange qu'un légendaire ait un bébé. Ok, je vous laisse aller vous abonner à la chaîne de Vivera. D'ailleurs, bizarre de mettre des légendaires dans la série. Bon c'est bon, stop là.